Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux de cartes qui mettent sur des règles de plus en plus complexes afin de créer la profondeur. Et puis il y a ceux qui prennent le chemin totalement inverse, avec une idée toute simple sur le papier, mais qui va générer beaucoup plus de réflexion et d'interaction qu'on pourrait l'imaginer au premier regard. C'est exactement la sensation que m'a laissé Deneup. Autour de la table, tout paraît simple au départ. Chacun essaie de se débarrasser de ses cartes en créant des ensembles de même valeur. Mais très vite, on réalise que rien n'est jamais vraiment acquis. Chaque combinaison qu'on pose devant soi devient une cible potentielle. Les autres joueurs peuvent la récupérer, la remplacer, la faire disparaître ou bouleverser complètement l'équilibre de la table. On commence à comprendre qu'il faut observer ce que les autres ont devant eux, à surveiller la taille des ensembles et à se demander s'il vaut mieux jouer maintenant ou attendre encore un petit peu. Et comme les cartes changent régulièrement de valeur lorsqu'elles retournent dans une main, la situation évolue constamment. Les opportunités apparaissent, puis disparaissent, puis reviennent quelquefois quelques tours plus tard. Mais sous une forme totalement différente. Cette mécanique crée une ambiance assez unique. Les tours sont rapides, les décisions, elles, sont simples à comprendre, mais les interactions sont permanentes. On regarde autant sa propre main que ce qui se passe chez les adversaires. Et chaque action peut avoir un impact immédiat sur un autre joueur. Imaginé par Kei Kajino, illustré par Gilles-Romain Fonteni et Shohei Asaoka, le jeu a été édité par One More Game. Deneup est un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs, conseillé à partir de 8 ans et pour des parties de 15 à 20 minutes. Un format court, des règles accessibles et un système qui repose beaucoup sur le timing, l'observation, ainsi que les opportunités du moment. Maintenant que l'idée générale est posée, voyons ensemble comment se déroule une partie, et surtout comment utiliser au mieux ces fameuses cartes qui ne cessent de changer de valeur. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Avant de commencer, comme d'habitude, on parlera de la mise en place. Nous verrons ensuite le déroulement complet d'un tour, les différentes actions à votre disposition. La règle importante à connaître est les particularités du mode de joueur afin que vous puissiez avoir une vision claire du fonctionnement du jeu du début à la fin. Une fois les règles expliquées, je reviendrai également sur les sensations proposées par Deneup, sur son rythme, ses interactions autour de la table et sur le public avec lequel il fonctionne le mieux selon moi. Installez-vous confortablement et voyons ensemble comment se joue Deneup. Dans le jeu, votre objectif est d'être le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes. Pour y parvenir, vous allez former des ensembles de cartes que vous placez devant vous. Et ce, tout en espérant qu'aucun adversaire ne parvienne à jouer un ensemble plus fort avant votre prochain tour. Pour commencer à jouer, vous allez commencer par préparer le paquet en fonction du nombre de joueurs. À 5 joueurs, toutes les cartes du jeu. À 4 joueurs, enlevez toutes les cartes portant ce symbole. Et à 3 joueurs, enlevez toutes les cartes portant ce symbole ainsi que celui-ci. Pour jouer à 2 joueurs, il y a des règles spécifiques que j'aborderai plus tard dans la vidéo. Donnez ensuite une aide de jeu à chaque joueur. Vous allez être prêt à jouer. Avant chaque manche, vous mélangez tout le paquet et vous distribuez toutes les cartes aux joueurs. Une fois la distribution terminée, chacun récupère ses cartes sans les montrer aux autres joueurs. Pendant la partie, vous pouvez réorganiser les cartes de votre main quand vous le souhaitez. En revanche, vous ne pouvez jamais les faire pivoter. Elles doivent toujours conserver l'orientation qu'elles avaient lorsque vous les avez récupérées. Le joueur qui possède la carte de valeur 1-5 avec ce symbole-là commencera la manche. Les joueurs jouent ensuite à tour de rôle dans le sens aiguille d'une montre jusqu'à la fin de la manche. Avant d'aller plus loin, regardons comment est constituée une carte. Ici, c'est la valeur active. Ici, la valeur inactive. Il peut y avoir ici un symbole de mise en place. Et donc ici, c'est la valeur inactive. Chaque carte possède une valeur active ainsi qu'une valeur inactive. À votre tour, vous devez suivre les étapes suivantes. Vous allez commencer par défausser l'éventuel ensemble placé devant vous lors de votre tour précédent. Les cartes défaussées sont placées face cachée dans une pile commune située à côté de la zone de jeu. Vous devez ensuite effectuer exactement une des 4 actions disponibles. Jouer un ensemble devant vous, ajouter une carte à un ensemble appartenant à un adversaire, prendre l'ensemble placé devant un adversaire, faire pivoter toutes les cartes de votre main. Une fois votre action résolue, le tour passe au joueur situé à votre gauche. Une série comprend une ou plusieurs cartes de même valeur active. La valeur d'une série est égale à la valeur active des cartes qui la composent. La taille d'une série est déterminée quant à elle par le nombre de cartes qu'elle contient. Cette série a une valeur de 3 et une taille de 4. Quand vous prenez des cartes posées sur la table, vous devez toujours les retourner de sorte à en modifier la valeur avant de les ajouter à votre main. Vous pouvez ensuite les classer comme vous le souhaitez. La valeur inactive devient alors la valeur active et vice versa. C'est un Deneup. Donc une des premières actions possibles est de poser une série de cartes de votre main devant vous. Toutefois, si un autre joueur a déjà posé sur la table une série de même taille que celle que vous souhaitez jouer, la vôtre doit être de valeur supérieure. Dans ce cas, le joueur concerné doit reprendre toutes les cartes de sa série en main en les retournant. Quand vous jouez une série, vous n'êtes pas obligé de poser toutes les cartes de votre main de la valeur correspondante. Prenons un exemple. Dans cette partie à 3 joueurs, une série de 1 de valeur 7 et une série de 3 quarts de valeur 6
sont elles déjà posées sur la table. Ceci est votre main. Vous ne pouvez jouer une série de une carte que si sa valeur est supérieure à 7. Vous ne pouvez jouer une série de 3 cartes que si sa valeur est supérieure à 6. Vous pouvez jouer une série de toute autre taille, 2, 4 et 5, sans considération de valeur. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, vous ne pourrez pas poser ces 3 cartes. Vous ne pouvez pas poser cette carte seule. Vous pouvez poser les 2 5. Vous pouvez poser le 8 ou le 9. Une autre action possible est d'ajouter une carte à une série posée devant un adversaire. Vous pouvez jouer une seule carte de votre main et l'ajouter à une série posée devant un adversaire en vous conformant aux règles suivantes. La valeur de la carte jouée doit être égale à la valeur de la série à laquelle elle est ajoutée. Une fois une carte ajoutée à une série, la valeur de cette dernière doit être supérieure à celle de toute autre série de même taille déjà posée sur la table. Le joueur devant lequel est posée la série la plus faible valeur doit alors la ramener dans sa main en retournant chaque carte. Par exemple, prenons cet exemple-là. Vous ne pouvez pas ajouter un 3 à la série déjà posée, car la série obtenue serait de taille 2 et donc en conflit avec une autre série de taille 2, mais de valeur supérieure, ici. En revanche, vous pouvez ajouter un 5 à la série déjà posée sur la table, car cette nouvelle série de taille 2 sera de plus grande valeur que l'autre. Alors que dans cette situation-là, vous pouvez poser un 5 à la série déjà posée sur la table, car cette série de taille 2 sera de plus grande valeur que l'autre, les 2 3. Ces 2 3 regagnent la main du joueur devant lequel ils sont posés, qui les retourne, les transformant en 4 et en 6. Vous pouvez également prendre la série de cartes posées devant un adversaire. Vous prenez une série de cartes posées devant un adversaire et ajoutez-les à votre main, en veillant à retourner les cartes. Par exemple, si vous prenez la série de 2 posée ici, les cartes, avant de les ajouter à votre main, doivent être retournées. Ça deviendra donc un 5, un 7 et un 9. Vous pourrez retourner toutes les cartes de votre main. Cette action consiste simplement à retourner toutes les cartes de votre main pour échanger leurs valeurs actives et inactives. C'est-à-dire que là, je prendrai toutes ces cartes et je les retourne comme cela. Le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes gagne 2 jetons lettres et ne joue plus pour le restant de la manche. Jetons lettres que j'ai posé ici. Toutefois, ces cartes restent devant lui pendant un tour de table avant d'être défaussées. Si une série bat la sienne durant ce tour de table, ces cartes sont tout simplement défaussées. Le second à se débarrasser de toutes ces cartes gagne un jeton lettre et la manche s'achève aussitôt. Le premier qui accumule au moins 4 jetons lettres gagne la partie. Dans une partie à 2 joueurs, pour la mise en place, vous tirez les cartes du paquet ayant ce symbole ainsi que ce symbole. Chacun joue 2 cartes à 2 jeux de la même couleur devant lui, comme ceci. Avant chaque manche, vous mélangez le paquet puis vous distribuez les cartes. Chaque joueur joue 2 tours consécutifs. Un tour pour la zone 1, un tour pour la zone 2. Chaque joueur peut avoir jusqu'à 2 séries de cartes devant lui, une dans chacune des zones. Une série pouvant entrer en conflit avec toute autre série de la même taille posée sur la table. Vos séries peuvent donc entrer en conflit avec celle de votre adversaire, mais également entre elles. Avant de passer à mon ressenti sur le jeu, si ce type de présentation vous aide à découvrir de nouveaux jeux de société, ou bien à savoir s'ils ont une place autour de votre table, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant la vidéo, même en la partageant, en me disant en commentaire si ce genre de jeu vous plaît, ce que vous pensez de ce jeu qui risque de faire beaucoup parler de lui. Vous trouverez également sur la page principale YouTube tous mes réseaux pour me suivre, n'hésitez pas à le faire. Et maintenant que les règles sont derrière nous, voyons ce que DoneUp m'a réellement laissé comme impression une fois les cartes en main. Ce que j'apprécie réellement dans DoneUp, c'est qu'il réussit à proposer quelque chose de très simple à expliquer tout en créant rapidement de la vraie tension autour de la table. À première vue, le jeu repose sur une idée assez épurée. Jouer des ensembles de cartes, essayer de se débarrasser de sa main et surveiller constamment ce que les autres joueurs ont devant eux. Mais très vite, on se rend compte que tout tourne autour du timing. Jouer un ensemble n'est jamais totalement anodin, parce qu'on sait qu'il va rester exposé jusqu'à notre prochain tour. À partir du moment où il est posé sur la table, il devient une cible potentielle pour les autres joueurs. Et c'est probablement là que se trouve le cœur de l'expérience. On n'est pas seulement en train de vider sa main le plus vite possible. On cherche aussi à évaluer si notre ensemble va survivre assez longtemps pour être défaussé naturellement, ou si un adversaire va réussir à le remplacer par quelque chose de plus fort. Cette mécanique crée une tension constante et oblige à regarder en permanence ce qui se passe chez les autres. J'aime aussi beaucoup la façon dont le système de rotation de cartes influence toutes les décisions. Le fait que les cartes changent de valeur lorsqu'elles retournent dans une main est une idée très élégante, car on ne récupère jamais simplement des cartes, on récupère de nouvelles possibilités. Cela donne une sensation assez particulière où une situation qui semblait défavorable peut devenir d'un coup très intéressante, et tout ça grâce aux nouvelles valeurs obtenues. Cette rotation permanente apporte aussi beaucoup de mouvement dans la partie. Les mains changent constamment et donc les informations évoluent sans cesse. On a rarement l'impression d'être bloqué toute une manche avec des cartes inutiles en main. Le jeu pousse naturellement les joueurs à réévaluer leurs options. L'interaction est évidemment au centre de l'expérience. Dans beaucoup de jeux de défausse, chacun joue finalement beaucoup dans son coin. Ici, ce n'est clairement pas le cas.
Les ensembles des autres joueurs sont au cœur de vos décisions. Vous pouvez les remplacer, les renforcer, les récupérer ou provoquer leur retour en main. Chaque action a donc un impact sur la situation du joueur. Cette présence permanente des adversaires autour de la table contribue à créer une ambiance très vivante. Les joueurs observent l'ensemble présent, essaient d'anticiper le prochain coup et surveillent les tailles d'ensemble. Même lorsque ce n'est pas son tour, il a toujours une raison pour rester attentif à ce qu'il se passe. Le rythme participe aussi beaucoup à cette sensation. Les tours sont extrêmement courts parce qu'on ne réalise qu'une seule action à chaque fois. Cette simplicité permet à la partie de rester dynamique et limite très fortement les temps morts. On prend une décision, on agit, puis on passe immédiatement la main au joueur suivant. Cela donne un déroulement particulièrement fluide. J'apprécie également le fait que les choix restent très lisibles. Les règles sont accessibles et sont expliquées très rapidement. Mais derrière cette simplicité se cachent plusieurs questions intéressantes. Faut-il poser un ensemble maintenant ou attendre un meilleur moment? Faut-il récupérer un ensemble adverse pour améliorer sa main? Est-il préférable de faire pivoter toutes ces cartes pour s'ouvrir de nouvelles possibilités? Ce ne sont pas des décisions complexes, mais elles sont suffisamment présentes pour donner du relief à la partie. Concernant l'accessibilité, le jeu est très accueillant. Les concepts principaux sont très faciles à comprendre. Des valeurs, des ensembles, des tailles, et une règle de comparaison. La difficulté ne vient pas des règles elles-mêmes, mais plutôt de la lecture de la situation et de l'anticipation des adversaires. C'est généralement le genre de profondeur qui s'en prend naturellement en jouant. La rejouabilité me paraît également très présente grâce à la structure du jeu. Les cartes changent régulièrement de valeur au fil des rotations. Les conflits entre ensembles dépendent exactement de ce qu'il y a sur la table. Et les décisions des adversaires influent directement sur comment se passe une manche. Les situations ont donc tendance à se renouveler assez naturellement. Pour le public, je vois le jeu fonctionner avec les joueurs qui aiment les jeux de cartes rapides, interactifs et faciles à sortir. Son système est suffisamment simple pour accueillir des joueurs occasionnels, tout en offrant assez d'interactions de petites décisions pour maintenir l'intérêt des joueurs plus habitués. Une grande partie du plaisir vient de l'adaptation permanente aux actions des autres joueurs, plutôt que d'un plan complexe prévu sur plusieurs tours. Au final, ce qui ressort le plus pour moi, c'est l'élégance du système. Avec très peu de règles, le jeu crée des interactions directes permanentes, des retournements de situation et des choix très intéressants. Le mécanisme de rotation de cartes apporte une forte identité au jeu, et cela évite que les manches deviennent trop prévisibles. On obtient un jeu de cartes rapide, accessible et interactif, qui semble particulièrement à l'aise lorsqu'il est joué avec des joueurs qui aiment se surveiller mutuellement et réagir constamment aux actions de la table. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.